Oui, c'est bon. Là. C'est bon pour moi. Bonsoir. Très bien. Erev Tov, très heureux de vous retrouver. Et nous démarrons sans plus tarder à la suite de ce que nous avons étudié la semaine dernière. Ce qui était très bien la semaine dernière, on a pu faire un module entier. Donc là, on démarre quelque chose de nouveau. Donc c'est plus facile. Par contre, là, la Souga qui vient, c'est la Souga qui va nous prendre plus longtemps. Alors, nous reprenons donc dans la Gemara, c'est Tanu Rabbanan à Soufganim, en fin de ligne. C'est à peu près au milieu de la partie élargie dans la Gemara. Vous avez un petit aleph du bar au même endroit. Donc, Tanu Rabbanan à Soufganim, va Duvshanin, va Iskritin, va Chalat Masret, va Meduma, Petourin Minachala. Tanu Rabbanan, ça veut dire, on a enseigné dans une Baraïta. Quand on regarde dans la Masoret Hachas, il y a un renvoi à la Masoret Hachas, Chala, Perek Aleph, Mishnah Dalet. C'est une Mishnah, la quatrième Mishnah du premier chapitre de Masechet Chala. Mais alors Tanu Rabbanan n'est pas du tout approprié. C'est pourquoi le Baït Hadash corrige. Vous avez un petit aleph, Tnanatam. Il faut remplacer Tanu Rabbanan par Tnanatam. Voilà. C'est ça, c'est clair. Donc Tnanatam, on a appris dans une Mishnah là-bas, dans le traité Chala, donc c'était des lois qui concernent la Chala, à Soufganin. Alors on regarde en Rashi, est-ce qu'il y a un Rashi sur Soufganin? Oui, Asouyin Kisfog. Sfog, c'est une éponge. Donc, pardon ? Non, le beignet va venir après. On va traduire. Ah, aujourd'hui, Soufganiyot Ochal Bolarov, oui. C'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être à cause de ça, mais là, dans la mesure où il y a un autre mot pour les beignets, on traduit par du pain spongieux. Parce qu'on parle de pain ici. Donc, Soufganim, du pain spongieux, va Duvshanin, Rashi, Metuganin bidvash, c'est frit dans le miel, d'où le mot Duvshanin, on retrouve la racine de vache. Vechulal min lechem, Rashi nous dit tous ces termes-là, c'est des espèces de pain. Donc c'est des pains frits au miel. Veiskritin, ça devient un peu compliqué. Rashi, lui il a la version ha-iskritin, ça ne change pas grand-chose. Asouyin ketsapichit, qui sont faits en sapichit. De metargominan, iskriton. Et parce que le mot de sapichit qu'on trouve dans la Torah, dans Shemot Tetzaïn, à propos de la manne, quand on dit qu'elle était comme sapichit bidvash, et on traduit en général par les beignets. Pour ça, j'ai réservé le beignet pour askritin, puisque c'est comme sapichit. Et Rashi nous explique, chez Lachin, Isatan, Raka Meod. C'est leur pâte, on pétrit la pâte de manière à ce qu'elle soit extrêmement fine. Donc c'est un pain avec une pâte très très fine. Vechalat Hamasret, donc là encore une fois c'est un pain, Hamasret. Alors Rashi nous dit, Targum, Hamasret, Targum shel Machavat. Dans la Torah, dans le Parashat Vayikra, Mincha al Machavat Korbanecha. Donc Machavat, c'est quoi? C'est une poêle. Donc Masret, c'est le mot araméen qui correspond à poêle. Donc c'est du pain qui n'a pas été cuit comme d'habitude au four, mais qui a été cuit à la poêle. Ve'amedouma, alors Medouma, ça n'a rien à voir. Rashi n'explique pas parce que c'est connu. Medouma, c'est littéralement un mélange. Mélange de quoi? De la trouma qui s'est mélangée avec du choulin. Donc la trouma ne peut être consommée que par le Kohen. Il y avait une trouma, elle est tombée donc il y avait de la farine par exemple, de la farine qu'on avait donnée au Kohen en tant que trouma, et elle est tombée dans un sac de farine qui était choulin. Donc maintenant, quelqu'un qui n'est pas Kohen ne peut plus en manger, sauf s'il y a. La règle est que si la proportion est de 1%,
Alors dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, c'est batel et on peut en manger. Mais sinon, on ne peut pas en manger. Donc tout ça, tous ces cas-là, Petourin minachala, ils sont dispensés de prélever la chala. Alors première question, mais pourquoi on nous parle maintenant? Pourquoi on est dans Psachim? On était en train de parler des Ilchot Matzah et des matzot qu'on peut utiliser pour la nuit du Seder. Qu'est-ce que tu rentres maintenant dans les lois de la chala? La réponse, on va la voir très prochainement, mais je vous la dis tout de suite pour ne pas que ça nous perturbe, parce qu'on va voir qu'il y a un point commun entre les deux, c'est qu'ils portent tous les deux le nom de Lechem. La Torah, quand elle parle de la mitzvah chala, elle va dire « Och lechem milechem haaretz » dans la parashat Shlach Lecha. Quand vous allez manger le pain du pays d'Israël, vous devrez prélever la chala. Et donc ça c'est par rapport à la chala, et par rapport à la matzah, on en a souvent parlé, lechem oni. Donc en vérité, dans les deux, il faut que ça s'appelle du lechem. Donc on peut faire l'adéquation, c'est-à-dire ce qui sera chayav b'chala, parce que ça s'appelle du lechem, sera automatiquement kasher comme pour la matzah, à condition que les autres règles soient respectées, mais en tout cas, cette condition de s'appeler lechem sera respectée. A contrario, si c'est pas tour de chala, parce que ça s'appelle pas du lechem, alors on pourra pas s'en acquitter pour la mitzvah de matzah, puisque ça s'appelle pas du lechem. Donc du coup, ça veut dire que toutes ces choses-là qui sont ici, puisqu'elles sont pas tour de chala, on ne pourra pas les utiliser pour la matzah de Pessah. Pour la nuit, pour la mitzvah, pour aller manger si c'est pas fermenté pendant le reste de Pessah, mais pas pour la nuit du Seder. Voilà, donc la première des choses. Maintenant, on va regarder dans Rashi. Rashi, en fait, va déjà... j'aurais pu attendre de faire le Rashi pour faire mon explication. Petourin mina chala. Donc, toutes ces choses-là sont dispensées de la chala. Pourquoi? Dirtiv, bamidbar tetvav, donc dans la parashat Shlach, be'och lechem, milechem haaretz. Lorsque donc la Torah parle de la mitzvah de chala, du prélèvement de la chala, elle dit vous aurez à prélever la chala quand vous mangerez le pain du pays. Et toutes ces choses-là, ça ne s'appelle pas du lechem. Ou le kamem faresh ta'ama, et plus loin, on expliquera comment ça se fait, pour quelles raisons ça ne porte pas le nom de lechem, toutes ces différentes pâtisseries dont nous avons parlé. Il y a de nouveau un Rashi qui est inversé. Et il y a effectivement un Rashi inversé, donc je vais aussi expliquer pourquoi il est inversé, mais on va d'abord l'étudier, évidemment. Là, Rashi revient sur Amedouma, qui était dans la liste, il était le dernier de la liste, mais ça vient dans le texte avant P'turim min hachala. Et Rashi commence par expliquer P'turim min hachala, il revient sur Medouma. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que c'est que du Medouma? Choulin, Shenafla, Teruma, Letochan. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. On avait des aliments choulin, donc soit de la farine, soit déjà du pain, qui était choulin, et dedans est tombé de la trouma. Patour, l'ensemble est dispensé de chala. On peut le manger sans prélever la chala. Pourquoi? De tarimu teruma active. Parce que quand la Torah elle parle de la chala, elle dit vous allez prélever un prélèvement. Donc tarimu trouma, c'est un peu redondant. Donc il y a un mot en trop qui est venu pour nous enseigner quelque chose. Et quelle est la dracha? Velo shekvar ayat trouma. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui était déjà, je rajoute partiellement, trouma. À partir du moment où j'ai un mélange dans lequel il y a quelque chose qui était déjà trouma, on ne peut pas maintenant reprélever de la chala. Voilà la raison pour laquelle le medouma est pas tour de chala. Même si le choulin fait plus de 100 fois. Alors ça, on va y venir, on va poser la question, mais avant cela, je voulais expliquer pourquoi, vous avez peut-être compris déjà de vous-même, pourquoi Rashi a inversé l'ordre. Parce que c'est une raison complètement autre. Voilà, parce que la raison de Medouma n'a rien à voir avec les autres. Alors, il y a bien qui écrit P'turin min hachala, tous les autres c'était parce que ça ne s'appelle pas du lechem. Mais ça c'est du lechem, c'est tout à fait autre chose. Donc il fallait les distinguer. Donc c'est pour ça, après avoir donné le Ikar Pshat qui nous intéresse pour la Sugia, c'est le P'tur de Chala parce que c'est pas du Lechem, il a ensuite mis Medouma de côté pour l'expliquer. Maintenant,
le Meiri dit, j'ai vu aucun autre Rishon ou Acharon qui s'attachait à ça. Bon, c'est vrai que c'est une Mishnah dans Chala, donc si on a des problèmes là-dessus, il faut surtout étudier la Mishnah dans Chala. Mais dans la Mishnah dans Chala, on n'a pas tellement de Mefarshim. On a le Rash de Sens et on a le Ram Perosha Mishnayot. Donc il n'y a pas tellement de Rishonim. Donc ici, le Meiri, il pose la question, il dit, mais de quoi parlons-nous? C'est un peu la question que M. Stein a posée. De deux choses l'une. Si on dit que c'est tombé dans un mélange de plus que 100, alors déjà, ça ne s'appellerait pas Medouma, hein, parce que Medouma, ça veut dire qu'il y a le mélange. Lorsque c'est Batel Meshishi, il ne porte pas le nom de Medouma. Mais admettons, si c'est Medouma, donc la Trouba, elle est Batel. Donc si la Trouma, elle est Batel, on ne peut plus dire que Tarim ou Trouma, et pas que ça a déjà été, on a déjà fait la Trouma. On n'a plus fait la Trouma. On l'avait fait, mais elle a disparu. Elle est annulée. Donc c'est pas possible. Alors, disons donc, comme j'avais expliqué moi, que c'était Mudouma parce qu'il n'y avait pas encore le Chiour. Oui, mais s'il n'y a pas le Chiour, un Zar, c'est-à-dire un non-Kohen, ne peut de toute façon pas en manger. Donc la question de savoir s'il doit prendre Chala ou pas ne se pose pas pour lui. Qu'il prenne Chala ou qu'il ne la prenne pas, il ne pourra pas manger. Et si c'est un Kohen, le Kohen peut manger. Mais dit-il dans sa question, mais le Kohen, il n'est pas tour de Chala. Alors à qui on s'adresse? Donc ça, c'était la question. Ou bien c'est Batel, et donc il n'y a pas lieu de faire ce din-là, et c'est Chayav de Chala. Ou bien c'est pas Batel, pour le Israël, il n'y a pas l'implication, et pour le Kohen, il n'y a pas l'implication, parce que pour l'un c'est interdit, pour l'autre c'est permis. Donc de quoi parlons-nous? Mais d'après le Passouk, c'est une action qu'il faut prélever. C'est pas parce que c'est Batel maintenant, ça a été prélevé. À partir du moment où ça a été prélevé une fois, oui, je ne peux plus le prélever, peu importe que ça soit annulé ou pas. Et si c'est annulé, donc il n'y a plus, on ne peut plus dire qu'il a été prélevé. Ça, la chose qui a été prélevée n'est plus là. Le fait que ce soit Batel, c'est un état. Ok, c'est Batel, c'est pas un zar pour manger. Mais l'action de prélever, elle a été faite une fois. Le passouk qui dit Tarimou prélevé. Cette action-là, elle ne peut pas être faite une deuxième fois, quoi qu'il arrive. Mais elle n'a pas été faite, puisque la chose qui a été faite n'existe pas, n'a pas d'existence légale, on va dire comme ça. Oui, si on peut la manger, c'est qu'elle n'a pas d'existence légale. Si elle n'a pas d'existence légale, elle ne porte plus son nom de Trouma. Mais est-ce qu'on ne doit pas prélever quand même un centième et la proportion qui est et le donner au Kohen? Si c'est Batel, il n'y a pas de raison. A priori. Mais on va en parler, tout ça, on va en parler. Je vais vous donner, le Meiri donne 3 réponses. Donc je vais vous citer les 3 réponses du Meiri. Il y en a une la première qui est un peu compliquée. Parce que lui, il répond ainsi. Alors, on parle d'un Israël. On parle pour le Israël. Et c'est pas Batel Beshishi. Mais on parle, l'Israël a déjà mangé. Il n'avait pas le droit, mais il a mangé. Alors, s'il a mangé, c'est fini, quoi le problème? Alors, on vient nous dire que, étant donné que le Medouma n'est interdit que Médivré s'offrir. Alors déjà, on découvre ça. Que ce din qu'il faut 100 pour l'annuler n'est pas une loi de la Torah. D'après la Torah, c'est comme dans n'importe quoi, c'est Batel Borov ou éventuellement Beshishim, mais on n'a pas besoin de 100. Donc, qui est-ce qui a exigé qu'à cause pour la Trouma, il faut être plus sévère? C'est les Chachamim. Ils devraient s'offrir. Donc, étant donné que l'interdit n'est que Médivré s'offrir, alors on vient nous dire que du point de vue... Alors il a mangé, se pose maintenant la question. Alors par rapport à la Trouma, il a fait un Issour de Rabbanan seulement, parce que le Raïta c'était Batel. Mais qu'en est-il par rapport à la Chala? Réponse, par rapport à la Chala, il n'est rien ouvert, donc il n'aura fait qu'un Issour de Rabbanan et pas un Issour de Raïta. On se demande un peu que le Maï Nafkamina. Bon, apparemment, la Nafkamina, c'est par rapport à la personne qui va faire tchouva, et bien qu'il sache pourquoi il doit faire tchouva. Il doit faire tchouva pour l'histoire de Rabbanan. Il a mangé par erreur de la trouma, mais au moins, il n'a pas à se reprocher d'avoir mangé un tevel de chala, parce qu'il n'y avait pas besoin de prélever chala. Pourquoi j'ai dit que c'est ni midoraita ni midorabanan apparemment? Mais là je dis, c'est pourquoi j'ai dit que c'est très difficile. Parce que c'est pas logique. Si on dit que
il n'a pas fait de Issour d'Oraïta, parce que Minoraïta c'était Batel Bero ou Batel Beshishim. C'était Batel. Mais si c'était Batel, donc il n'est plus là. Donc le Chiyuv Chala revient Midoraïta. On ne peut pas dire que le Issour des Chachamim va me rendre patour d'un din d'Oraïta. Les Chachamim ne peuvent pas casser un din d'Oraïta. Donc, si on dit que ce n'est que Midrabanan, que c'est pas Batel, mais Midoraïta c'est Batel, donc la Trouma elle était Batel, et si la Trouma était Batel, du coup, on n'a que du Choulin devant nous, donc c'est Chayav Ochala Midoraïta. Comment le Meiri peut nous dire non, il n'est pas Chayav, il n'a rien fait Midoraïta. Mais au contraire, puisque c'est Batel, d'Oraïta, donc il y a Chiyuv Chala, d'Oraïta. Voilà la question. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé proposer? Alors, c'est un peu ce que... Alors, après, il y aura une autre svara, mais je ne vais pas l'utiliser parce qu'elle va venir dans la deuxième réponse. Donc, ce que je propose de dire, c'est un peu ce que disait le Tanès, c'est-à-dire que, c'est vrai, il n'y a pas de... Le statut de Chala, non, le statut de Trouma, pardon, a été complètement est parti. Mais il n'en reste pas moins que, historiquement parlant, il y a dans ce sac, il y a quelque chose qui a été une fois dans une autre vie, Chala. Et c'est le lachon de Rashi qui nous pousse un peu à dire ça. Parce que Rashi a dit, Tarimu Trouma Aktiv, Velo Shekvar Haya Trouma. Pourquoi Haya? Shekvar Hi Trouma. C'est ce passé-là qui est un peu étrange, parce que quand on l'a compris, nous, il y a encore de la Trouma dedans. Donc Shekvar Hi Trouma, mais pas Haya Trouma. Donc cela laisse entendre que même si dans une autre vie c'était de la Trouma, maintenant ça a été annulé, mais quand même c'est déjà pas tout. Si on dit comme ça, on s'en sort. Enfin, c'est pas glatt. Voilà la première réponse. Deuxième, les autres réponses vont être beaucoup plus faciles. La deuxième, mieux, et la troisième, encore mieux. Alors, la deuxième réponse du Meiri, c'est facile en sens contraire. On va dire que c'est tombé dans 100. Donc, c'est tombé dans 100, et donc c'est Batel, Midoraïta, Midrabanan, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, la question, elle est pour l'Israël, pour le Zar. Donc, un Zar pourrait en manger. Mais la question se pose, bon, il peut en manger, il n'a plus de problème, la Trouma a été annulée, mais est-ce qu'il y a un problème de Chala ou pas? Alors on vient dire que c'est pas tour. Alors pourquoi c'est pas tour? Parce que bien que le Issour, parce que la question est savoir, c'est la question qu'on a posée revient là aussi. Pourquoi il n'est pas tour? Puisqu'il y a un Bitoul Beméa, donc il n'y a plus le Trouma. Donc maintenant, on devrait dire qu'il est Chayav Chala. Alors là-dessus, le Meiri donne la réponse. Il dit, Mikol Makom, la Trouma, elle est restée dedans. V'tsarich la rima mipnei Gezel Kohen. Voilà. Et que, c'est-à-dire, le bitoul a seulement joué sur le Issour Achila de Trouma pour hasard. Mais on ne peut pas dire que la Trouma a disparu complètement. À tel point que ça appartient quand même encore au Kohen et qu'on ne peut pas le manger sans dédommager le Kohen. Parce que sinon, ça s'appelle qu'on a volé du Kohen. Donc on fait un distinguo entre l'interdit proprement dit et la chose elle-même. Et en fait, c'est une sorte de hakira qu'on peut... C'est une question qu'on peut se poser de manière très générale. Quand on dit qu'un Issour est Batel Berov, est-ce que ça veut dire que c'est juste le Issour qui était dessus qui a disparu? Ou alors c'est la chose elle-même dont on dit qu'elle est plus là, qu'elle s'est transformée et sa substance est considérée comme n'étant plus là. Alors là, il dit clairement, c'est juste, c'est un bitoul de Issour. Mais le Shem Trouma, la Trouma, elle est toujours là. Et là, ça va se traduire par le fait qu'il va devoir dédommager le Kohen, sinon ça s'appelle Gezel Kohen. Donc là, ça marche très bien. Le problème est résolu. Donc on est dans Méa. Et pourquoi le Zar a le droit d'en manger, et il peut même en manger sans prélever la Chala. Pourquoi? Parce que comme il y a déjà eu de la Trouma qui se trouve à l'intérieur,
Donc on ne peut plus appliquer ça. Le verset de Tarim ou Trouma ne s'applique pas. Et d'habitude, justement, par exemple, dans Bassar Bechalal, Ouais. si j'ai moins d'un 60e de lait qui tombe dans la viande, c'est Batel. Et une fois que c'est Batel, s'il retombe après de nouveau un moins d'un 60e, s'ils étaient tombés en même temps, ça fait un 30e. Ouais. Alors que là, il tombe. C'est parce que c'est complètement annulé que ça Non, mais n'existe ça plus. redevient un sourd. José Renéor. Dans ton cas, s'il y avait un 60e, Ouais. et ensuite on a rajouté, il y a du goût, la même chose qui est retombée. Ah, quand du coup. Ben oui. Donc c'est. Et l'autre revient. Non, c'est pas une bonne illustration. Alors, donc, ça c'était la deuxième réponse. Je vous ai dit la troisième est la plus convaincante. C'est celle qui s'impose à l'évidence. On parle du cas où c'est pas Batel, on revient, donc il n'y a pas Shishim, il n'y a peut-être même pas Shishim. Donc la question se pose uniquement pour le Kohen. On avait dit oui, mais le Kohen, il n'est pas tour de Chala. Non, le Kohen n'est pas tour de Chala. C'est comme pour la Trouma. Quand on a du Tevel, est-ce que le Kohen peut manger le Tevel? Il ne peut pas manger le Tevel. C'est un sourd d'Oreïta. Enfin, autant où les lois de Troumot ou Masrot s'appliquent Minatora, c'est même un sourd Minatora pour un Kohen de manger le Tevel. Comme pour un Israël. Quelle est la différence entre le Israël et le Kohen? Le Kohen prélève du Tevel une partie qu'il appelle Trouma, et une fois que c'est Trouma, il peut le manger. Il a le droit de manger de la Trouma, il n'a pas le droit de manger du Tevel. Ça, c'est la règle normale. Et bien pour la Chala, c'est pareil. Donc dans sa question, le Meiri croyait que le Kohen, il est carrément dispensé de la Fracha. Là, la Chala n'est pas comme ça. Un Kohen qui fait de Chala chez lui à la maison, il n'est pas obligé de prélever la Chala. Même si c'est que pour sa famille et que pour les Kohanim, il faut qu'il prélève la Chala. Et une fois qu'il a prélevé la Chala, bon, alors à l'époque, on pourrait le manger. Maintenant, on ne mange même plus la Chala non plus. Mais ça dispense. Donc le Kohen ne peut rien faire. Il est comme tout le monde. Donc voilà le cas. Donc la réponse elle est là. La lafkamina la plus simple, c'est pour le Kohen qui a un mélange de choulin et de trouma. Il peut manger le mélange midi de la trouma, mais faut-il qu'il prélève Chala? Oui, il prélève la Chala et après il mange le tout sans problème. Voilà comment il faut répondre à la question. Donc le Meiri ne connaissait pas ce dîner-là. Bah, c'est lui-même qui répond. La troisième réponse, il dit Yesh Tirtsu. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas. Alors, lui, il dit Yesh Tirtsu, laissez entendre que lui, il n'est pas convaincu. Mais dans les notes que j'ai jamais mûries avec des notes en dessous, il dit que par contre, le Meiri dans Chala donne ce pshat-là. Donc apparemment, il a évolué. Et finalement, il a dit finalement, c'est la meilleure réponse. Donc ça doit être un débat. Ça doit être un débat dans les Rishonim. Si un Kohen doit effectuer le prélèvement ou pas. Mais logiquement, on réfléchit comme pour de la Trouma, puisque la Torah l'appelle Trouma. Donc logiquement, c'est les mêmes règles que pour une Trouma. Voilà. Donc ça, c'était une petite entrée en matière. Je crois qu'il peut la manger. Pardon? Je crois que la Chala, le Kohen, il peut la manger, non? Le Chala, plus aujourd'hui parce qu'on est tamé. Mais à l'époque de la Gemara, même de la Gemara peut-être, en tout cas plus auparavant, les Kohanim pouvaient manger de la Trouma s'ils étaient purs. Tant qu'il y avait de la paradouma, on pouvait se purifier et manger de la Trouma et de la Chala. Aujourd'hui, un Kohen ne peut plus manger ni Trouma ni Chala. Alors, on revient à la Gemara. La Gemara apparemment avait tout compris sauf un mot. Maï chalat amasret. Alors Rachid nous avait dit, mais chalat amasret, c'est une chala qui est faite à la poêle, mais apparemment ça n'a pas satisfait la Gemara. Et elle demande, qu'est-ce que c'est en clair chalat amasret? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, ze chalut shel balei batim. Alors ça c'est quoi ça? Chalut shel balei batim. Donc balei batim, on sait ce que ça veut dire, c'est les particuliers, c'est-à-dire c'est pas les boulangers, c'est pas les professionnels, c'est les particuliers qui font ça. Mais c'est quoi chalut? Rashi, chalut shel balei batim, eno naase kitikun lechem. Alors Rashi ne nous explique même pas que ça veut dire chalut, on est censé savoir. Et en tout cas, il dit, et donc pourquoi c'est pas tour? Parce que c'est pas fait selon les règles de confection du pain. Alors c'est quoi chalita? Chalita, c'est mis dans l'eau bouillante, en général.
Donc c'est probablement ça que ça veut dire. Chalout shel balei batim, donc c'est balei batim. Pourquoi on a dit balei batim? Parce que c'est pas fait dans les règles de l'art. Un boulanger ferait jamais ça. Mais les balei batim, ils n'y connaissent pas, alors eux, ils se permettent, ils prennent de la farine et ils mettent ça dans l'eau bouillante. Et voilà, ça a cuit comme ça et ça se mange comme ça. On n'avait pas dit récemment que c'était un mode de confection justement pour la matzah, que on pouvait pas être. Ça avait été cité par Atosfot aussi, là, on avait parlé de. On pouvait pas étioter parce que c'était le top du top et que ça pouvait pas s'appeler l'hérémonie. À Bitzadze, j'ai pas souvenir. On avait dit prat le chalout ou la shisha. Ah oui, c'est ça. Imken matal molmar l'hérémonie. Alors c'est pour ça que Rashi a peut-être pas expliqué ici. Ah voilà la raison. Oui, c'est vrai. Donc, tu fais bien de me rappeler. Donc, dans la page précédente, la Medva Amoudbet, à la ligne où ça s'élargit, la Gemara avait posé la question, la Braïta, Matal Moudomar lechemoni, prat le chalout ou la shisha. Donc, effectivement, lechemoni, il faut que ce soit du pain du pauvre, et ça exclut le chalout. Et alors, c'est pour ça que Rashi n'a pas expliqué ici, parce qu'il avait expliqué là-bas. Qu'est-ce qu'il avait expliqué là-bas? Il avait donné un mot en français, eshkaled, eshkaldé, qu'on avait traduit par échaudé, passer à l'eau chaude. Et c'est vrai que Rashi disait chashivut hu. Donc c'est quelque chose qui est chashou, mais c'est pas le pain du boulanger, c'est un mets important, mais alors c'est difficile de dire qu'en même temps c'est super chachou, mais en même temps c'est pas que takoun. Ouais. Alors peut-être que... Mais là, Rashi nous explique qu'on l'a dit chez le balei batim parce que Enon ase que tikun lechem. Enon ase que tikun lechem. C'est peut-être pas le même chalout. C'est peut-être pas parce que l'autre, si on l'a exclu à cause de l'echemoni, ça laisse entendre que c'est du lechem. Oui. Alors que là, on dit que c'est pas du lechem. Donc on parle pas du même. Donc ça doit être un autre type de chalout. On va voir dans la suite du texte qu'il y a différents types de chalout. Alors ça répondra à la question. Très bien. On continue la Gemara. Donc ça c'était Rabbi Yoshua ben Levi qui a expliqué le chalat amasret. Donc c'est bien sur une poêle, puis ça correspond bien à ce qu'on disait. C'est pas au four qu'on peut mettre de l'eau bouillante. C'est pas dans un four. Donc c'est pas comme le pain qui se met dans le four, qui est enfourné. C'est quelque chose qu'on met dans une casserole ou dans une poêle, on met de l'eau bouillante et on met la farine dedans. On revient à la Gemara. Amar Resh Lakish. Halalou maase ilfas hen. Resh Lakish dit, toutes ces choses-là qui sont dans cette braïta, la raison pour laquelle on ne peut pas les considérer comme du pain, c'est parce que ce sont des maase ilfas. Ce sont des choses qui sont confectionnées dans un ilpas. Ilpas, c'est une poêle. C'est une cuisson à la poêle. La raison pour laquelle tout ça est impropre, porte pas le nom de pain, c'est parce que c'est une cuisson à la poêle et pas au four. On va regarder Rashi. Il y a d'abord Rashi Sandibora Matril, Resh Lakish à Kulukai. Resh Lakish se réfère à tous les cas, pas uniquement à Masret dont on vient de parler. Velav lui plouga de Rabbi Yoshua ben Levi ata. Et il ne vient pas être en désaccord avec Rabbi Yoshua ben Levi. Il est tout à fait d'accord avec Rabbi Yoshua ben Levi que le masret, c'est de la farine qui a été mise dans l'eau bouillante sur une poêle. Mais il dit, mais en vérité, tous, le problème, c'est même pas l'eau bouillante. Le problème, c'est la poêle. Tous les exemples qu'on a ici, frits dans le miel et le pain spongieux et tout le reste, le problème, c'est que c'est cuit à la poêle. Et si c'est cuit à la poêle, ça lui enlève le nom de l'echem. Pour quelle raison? Rashi. Maase ilfas en, le fichach lav lechemu. Pour cette raison, ça ne porte pas le nom de lechem, de pain, de cassava, parce que Resh Lakish pense, en lechem ela heafui betanu, que ne peut prétendre au nom de lechem, de pain, que ce qui a été cuit dans un four. Si c'est pas dans un four, donc c'est dans une poêle, dans une casserole, ça finit, ça lui enlève le nom de pain.
D'où il sort ça, nous dit Rashi? Que dire-t-il? Il s'inspire de la Rashi, ça ne peut pas les drachot de lui-même, il s'inspire de la suite de la Souvia. Que dire-t-il? Lachmechem betanour echad. Dans la paracha de Bechukotai, dans la Tochacha, Vafu eser nashim lachmechem betanour echad. Ils auront tellement peu de bois qu'il faudra que 10 femmes utilisent en même temps le même four. Mais comme il y a écrit le pain dans le four, on déduit de là que n'est pain que ce qui est au four. On peut se poser la question, mais comment on peut faire la dracha, puisqu'on a besoin du pshat déjà pour le pshat. Alors peut-être, oui, j'ai la réponse, mais je vous propose pour l'instant de rester sur la question. Rachid nous dit simplement, le fait que la Torah nous dit que le pain était dans le four, de là on déduit que le pain n'apporte le nom de pain que s'il est dans le four. Alors... c'est quoi la règle quand il n'y a pas de Dibur Amatril? Il n'y a pas de règle, c'est qu'il n'y avait pas... Si, la règle c'est très simple, c'est que Rashi, quand il y a Dibur Amatril, le commentaire de Rashi déploie le mot qui sert de Dibur Amatril. Mais quand il y a une glose informative qui n'est pas liée à un mot particulier, alors on fait une information sans titre. La Massé il fasse, ça c'est un titre, et là du coup on développe et on déploie qu'est-ce que c'est que Massé il fasse. Ça c'était la Gemara, donc Resh Lakish. Alors Rashi nous a dit Resh Lakish pense, sous-entendu que tout le monde n'est pas d'accord avec lui. On revient à la Gemara. Rabbi Yochanan Amar, Maaseh il passe Chayavin. Pas d'accord avec toi. Que si c'est cuit à la poêle, ça s'appelle aussi du pain. Et je ne suis pas d'accord avec ta dracha. Alors dans ce cas-là, pourquoi ceux-là ne sont pas bons? Pourquoi ils ne portent pas le nom de l'Echem? Ve'alalou she'asa'an bechama. Alors Rashi, ve'alalou, quant à ceux-là, c'est-à-dire les exemples de la liste de la Mishnah, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tours de chala? Puisque tu me dis que même à la poêle, c'est chayav de chala. Rashi, la achi peturin. Voilà pourquoi, selon Rabbi Yochanan, ils ne sont pas tours. Le fiché asa'an bechama velo be'ur. Ça a été cuit au soleil et non pas au feu. Et ça, une cuisson au soleil, ça c'est sûr que c'est pas du pain. Ils sont marloqués sur une multitude? Non, ils sont marloqués sur la définition de l'Echem. Pour Resh Lakish, et donc les cas dont il est question dans la Braïta, dans la Mishnah, pardon, c'est Mishnah. Les cas dont il est question dans la Mishnah, ils ont été cuits au feu, mais sur une poêle. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas tour de chala. Rabbi Yochanan dit, non, c'est pas ça le pshat dans la Mishnah. Si c'était une poêle cuite au feu, ben ça serait chayav de chala. Ici, quand la Mishnah nous a dit qu'on n'est pas tour, c'est parce qu'elle parle d'un cas, la Mishnah n'a pas précisé, mais c'est ce qu'on appelle une ukimta. Donc on explique que la Mishnah, elle parle d'une cuisson au soleil. Et ça, une cuisson au soleil, ça porte pas le nom de pain. Minimum, c'est que ce soit sur du feu. Donc voilà, maintenant, on rentre dans un débat de fond clair. Est-ce que le fait que ça n'a pas été cuit au four, que ça a été cuit sur une poêle, est-ce que ça lui enlève le nom de l'Echem ou pas? Selon Resh Lakish, ça enlève le nom de l'Echem, c'est pas tour de chala, mais on peut plus l'utiliser pour la matzah. Et pour Rabbi Yochanan, c'est chayav de chala, et on peut l'utiliser pour la matzah. Et là, maintenant, on va rentrer dans toute une discussion, c'est-à-dire on va essayer d'apporter des preuves pour l'un ou pour l'autre, pour savoir qui a raison. Alors, on continue la Gemara. Métivé, objection. À Soufganin, va Douvchanin, va Iskritin. Donc, on connaît maintenant, c'est une braïta là, c'est pas une Mishnah, qui reprend les trois parmi les exemples donnés. Donc, les pains spongieux, les pains frits au miel et les beignets. Asa'an keilfas, non, beilfas. Asa'an beilfas, chayavin. S'il les a faits à la poêle, ils sont chayav de chala. Bechama, petourin. Au soleil, ils sont pas tours. Ça correspond à qui ça? Exactement à la position de Rabbi Yochanan. C'est extraordinaire.
Donc le métier est sur Resh Lakish. Tchoufté de Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara, elle attaque, elle dit objection à Rabbi Shimon ben Lakish. Amar Oula vient, il vient porter main forte à Resh Lakish. Amar Lecha Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish peut te rétorquer Achabama Yaskinan, que dans cette braïta, c'est quoi le cas dont on parle? Sheirtiach ulvasof idvik. Il a pris la poêle, irtiach, il l'a d'abord fait chauffer, et après, il a collé la pâte sur la poêle. Qu'est-ce que ça change? Rashi. Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui. Sheirtiach à ilfas, il a fait chauffer, bouillir même, le ilfas, la poêle, vacharkar idbikba alechem, après quoi il a collé dessus le pain encore cru, et d'avele que ein masetano, de sorte que ça ressemble à l'action du four. Parce que le four, c'est comme ça aussi, on allume son four, on le chauffe, et puis à l'époque, quand on fait des pitotes, on prenait les pains et on les collait sur les parois. Donc c'est finalement, au lieu que ce soit vertical, c'est horizontal, mais c'est la même problématique, c'est la même pratique. Donc ça ressemble beaucoup au four. Il n'y a pas le feu en dessous, comme la poêle d'habitude, c'est parce qu'il y a la poêle est sur le feu. Là, la poêle n'est pas sur le feu, elle a été sur le feu, et maintenant elle est chaude, et on met, le pain dedans. Donc c'est que Ein Masetano, Resh Lakish, il est d'accord que c'est bon. Donc là, on découvre que Resh Lakish, en fait, il y a une restriction dans ce qu'il a dit. C'est pas tous les massés ilfas qui sont pas bons. C'est seulement si il a d'abord collé et ensuite chauffé. Mais s'il a d'abord chauffé et ensuite collé, là, il est d'accord avec Rabbi Yochanan. Donc on a restreint la portée du débat entre eux. D'accord? Alors la Gemara contre-attaque, elle dit Aval idbik ulvasof irtiach mai. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Que s'il avait collé d'abord, chauffé après, quel sera le din? Achilami de pturin. Alors Resh Lakish serait d'accord que même dans ce cas-là, on va être patour. Et la Braïta aussi dira qu'on est patour. Adetani sefa asa'am bechama pturin. Au lieu que la Braïta nous dise, la Braïta elle a dit, si c'est à la poêle, c'est patour, c'est chayav. Si c'est au soleil, c'est patour. Au lieu de nous parler du soleil, adetani seifa, ade ça veut dire au lieu d'enseigner Sefa dans la deuxième partie de la Braïta, Asa'an Bochama Pturin, que si on l'a mis au soleil, c'est pas tout, ce qui est tout à fait un autre cas. L'iflog velitne bedida. La Braïta aurait dû rester dans le même domaine et faire le distinguo entre deux cas dans le même domaine. Vous êtes d'accord que quand on a le choix entre, on veut dire le patour et le chiyuv, si on peut trouver un cas de ptour et de chiyuv dans le même domaine ou dans un domaine complètement différent, c'est pas logique et intelligent de parler que des domaines qui n'ont rien à voir. Il faut être beaucoup plus fin. Et donc l'iflok velitne bedida, c'est une question qu'on voit très souvent dans la Gemara. Et on aurait dû enseigner le distinguo dans le même cas, en disant quoi? Bamedvarim amurim kegon shirtiach ulvasof idbik. Quand nous avons dit que Massé il passe, c'est pas tour de chala, c'est dans quel cas? C'est lorsqu'il a d'abord chauffé et ensuite collé. Parce que dans ce cas-là, sur le shirtiach ou le vasof idbik, Bamidvarim amurim qu'on est chayav. Ah oui, attendez, là, Bamidvarim amurim que gon shirtiach ou le vasof idbik, aval idbik ou le vasof irtiach, pturin. C'est un peu bizarre ça, parce que, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, non, c'est juste. La Braïta disait quoi? Asa'an be'ilfas chayavin. Oui, c'est juste. La Braïta disait Asa'an be'ilfas chayavin. Et donc, selon Resh Lakish, quand est-ce qu'on a dit chayav? C'est uniquement lorsque on a d'abord chauffé et ensuite collé parce que ça devient masetano. Alors, c'est ce que dit la Gemara. Donc, d'après toi, Resh Lakish, qui dit que c'est chayav uniquement dans ce cas-là et pas dans l'autre cas, on aurait dû faire le distinguo toujours dans le ilfas en disant comme ça. Quand est-ce que je dis que le massé il passe et chayav
que gonchir tiar vasofidbik. Lorsqu'il a d'abord chauffé et ensuite collé le pain, donc ça ressemble à un four. Avalidbik ou vasofir tiar, petourid. Mais par contre, dans la même poêle, s'il a d'abord collé le pain et ensuite chauffé, eh bien dans ce cas-là, il ne sera pas tour. Voilà ce que la Braïta aurait dû dire. Or, elle n'a pas dit ça. Donc, comment tu peux répondre ta réponse? Réponse classique de la Gemara, Chasurem chasra v'achiketani. En fait, le texte de la Braïta est elliptique, et voilà en vérité le texte complètement rétabli. Voilà comment il faut lire dans la Braïta ou comprendre dans la Braïta. Bamedvarim amurim shirtiach udvasofidvik. Effectivement, on rajoute ça. Bamedvarim amurim. Quand est-ce qu'on a dit que Maseil passe c'est chayav? C'est lorsqu'il a chauffé et qu'après il a collé. Avalidbik udvasofirtiach. Mais s'il avait d'abord collé et ensuite chauffé, naase que mishasan bechama. Ça aura le même statut que s'il les avait fait au soleil ou pturin et ça sera pas tout. Donc on a fait le distinguo au sein même du il passe et on a dit que le cas du ptour sera le même que dans le cas du soleil. Ce principe de chasurem ou chasra vachiktani est classique. Il y a deux manières de l'expliquer, j'en profite pour vous le dire. La page toute, c'est il faut corriger le texte. C'était un texte qui est à l'oral, qui nous est pas parvenu de manière suffisamment complète, et donc il a fallu maintenant restituer le vrai texte. Mais il y a d'autres mefarshim qui sont un peu plus subtils, parce que c'est un peu difficile de dire qu'il y avait comme ça une grande phrase qui a manqué. Et donc ils disent non, c'est-à-dire que c'est tellement évident que c'est ça que ça veut dire, que le rédacteur a compris que le lecteur rectifiera de lui-même. Et donc c'était écrit comme ça, mais il faut le comprendre comme ça. Quel est le lien? Enfin, on comprend que le din, c'est le même que c'est comme si c'était au soleil. Oui. Mais enfin, c'est différent quand même. C'est pour dire, de la même façon qu'au soleil, c'est pas choute que c'est pas, c'est la même chose, c'est pas du lechem. De la même façon que là-bas tu comprends que c'est pas du lechem, là aussi c'est pas du lechem. Donc, Resh Lakish est arrivé à se sortir de cette objection. Alors, la Gemara repart à l'attaque. Tashma. Donc on est arrivé à la 4e ligne au bas de la page. Il n'y avait pas de Rashi jusqu'à présent. On les a tous fait. Tashma, viens, écoute, je vais t'apporter une preuve. On va voir pour qui et contre qui est la preuve. Yotz'in b'matzah ina. Ah, là on arrive à matzah. Et vous voyez que on compare les deux. C'est-à-dire là on va attaquer Rabbi Yochanan Resh Lakish à partir d'un texte qui parle de matzah. Parce que c'est pareil, la définition de l'echem est la même dans les deux. Donc ce qui sera dit dans l'un sera dit dans l'autre, et c'est là qu'on comprend pourquoi on a parlé de tout ça ici. Parce que ça a aussi une application pour la matzah. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette braïta? Yotsein, on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah le soir de Pessah, be matzah ina, avec une matzah qui est ina. Alors ina on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. On regarde dans Rashi. Ina, ena afuya kol tzorka. Ça veut dire qu'elle n'a pas été cuite parfaitement. Elle est cuite de manière imparfaite. Lachon, al tochlu mimenuna. Rashi a toujours l'habitude de justifier ses explications par l'étymologie. Alors il dit, qu'est-ce qui nous permet de dire que ina fait allusion à une cuisson non complète? C'est la même racine que al tochlu mimenuna. Vous l'en mangerez très bien. À propos du Korban Pessah, dans la paracha de Bo, la Torah dit, vous n'en mangerez pas na, al tochlu menuna, ou voachel mevushel bamaim, qui imtzliesh. On ne peut pas le manger ni d'une cuisson imparfaite, ni une cuisson à l'eau, mais uniquement grillé. Et donc on voit que na, ça veut dire à moitié cuit. Alors ina, c'est pareil. Donc on parle ici d'une matzah qui a été cuite de manière incomplète. Eh bien, on peut quand même s'acquitter avec de la mitzvah de matzah. Ok, ça ne nous concerne pas par rapport à notre problématique, mais la suite, oui. Ou be matzah. Ça risque pas de fermenter? Si, j'allais le dire. C'est vrai qu'il y a, quand elle n'est pas cuite complètement, il y a un risque de fermenter. Il faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle le Starkey a importé les matzot Rosinski. Parce qu'aux États-Unis, les matzot qu'on fabrique aux États-Unis sont pas cuites complètement.
Et donc, ce sont très risqués au niveau. Donc, ils ont préféré prendre nos matzot à nous qui sont bien cuites. C'est de là que c'est bon de ne pas manger de gras. Cuisiner correctement, et c'est bon. Alors, donc la deuxième règle de cette braïta, ou matzah asuya il passe. On peut s'acquitter aussi avec une matzah qui a été cuite à la poêle. Donc c'est une preuve pour qui? Pardon? La shakish. Ça s'appelle. Il y a écrit qu'on peut s'acquitter avec une poêle, avec une matzah faite à la poêle. Donc ça veut dire que ça s'appelle du lechem. Or, Resh Lakish disait que c'est pas tour de challah, parce que ça s'appelle pas du lechem. Donc c'est toujours Rabbi Yochanan qui avance ses pions. Alors, réponse. La réponse est facile à deviner. Achanami, sheirtiach ulvasof idvik. On connaît maintenant le joker. Ce cas-là, puisqu'il y a un cas de ilfas que Resh Lakish reconnaît que ça s'appelle du lechem, c'est lorsque d'abord on l'a chauffé, ensuite on l'a collé. Cette braïta parle, quand elle parle de Maaseh Ilpas, elle parle de ça. Et là on a dit que Resh Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan. Donc la preuve est complètement désamorcée. C'est quoi l'intérêt de ce genre de tachma quand on peut donner exactement la même réponse que la fois d'avant? Parce que ça, premièrement, ça nous fait connaître les différents textes qui pourraient servir de preuve d'aller à l'appui. Et un autre dirait, mais alors on a cette braïta, pourquoi la Gemara ne l'a pas apportée? Et donc là, on l'a apporté et on a donné les réponses, donc ça ne peut faire qu'enrichir. Et puis après aussi, des fois, quand il faut déterminer la halacha, parce que c'est comme un petit peu d'orak la réponse là. Donc si après la halacha n'est pas claire, on va compter les points. Et donc dans le comptage des points, on a comme deux braïtot qui vont clairement, comme Rabbi Yochanan, on peut s'en sortir à la rigueur comme Resh Lakish. Donc tout ça c'est important pour la réflexion halachique. Alors maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est comme on a parlé de la matzaïna, c'était l'occasion d'expliquer qu'est-ce que c'est. Alors la Gemara demande, Maï matzaïna, qu'est-ce que c'est que matzaïna? On ne comprend pas. On vient de dire, Rashi nous a dit, matzaïna, c'est une matzah qui n'est pas cuite complètement. Alors regardez Rashi qui vient répondre à la question. Maï matzaïna, klomar. Donc Rashi dit klomar, c'est qu'il y avait une difficulté. Donc la difficulté, c'est que le lachon a l'air de dire, mais c'est quoi? On sait ce que c'est. Alors la question, c'est pas exactement c'est quoi. C'est quoi la question? Kama teafe ou yotseba. Quel degré de cuisson faut-il qu'il y ait pour qu'on puisse s'acquitter? C'est-à-dire que pour la Gemara, c'est pas shoot, tu me parles d'une cuisson incomplète, d'accord, mais il faut un seuil. Tu ne vas pas me dire que si c'est à peine cuit, on peut l'utiliser, c'est pas possible. Donc quel est le seuil de cuisson à partir duquel on peut dire, bon, c'est suffisamment cuit pour qu'on puisse s'acquitter avec? Donc ma matzaïna, ça veut dire, c'est pas la matzaïna en général, mais cette matzaïna dont on dit qu'on peut s'acquitter avec, elle est cuite jusqu'à quel stade? Alors, réponse, Amar, Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Kol sheporsa ve'en chutin nimshachin emena. Il faut qu'elle soit suffisamment cuite pour qu'il puisse porsa. Alors, porsa, on ne sait pas ce que ça veut dire, on regarde dans Rashi. Chez porsa, chez meshabra, qui la brise. La shon proussa. Proussa, c'est un morceau. Donc pour l'ifro, ça veut dire donc briser. Donc il faut qu'elle soit suffisamment cuite pour qu'on puisse la briser. Ve'en chutin nimshachin emena, sans que pour autant il y a des fils de pâte qui coulent avec, qui se détachent avec. Donc ou nimshachin emena plutôt, oui, qui s'écoulent qui sortent de la matzah. Semble-t-il que lorsque la pâte n'est pas très cuite, lorsqu'on la casse, automatiquement il va y avoir des filaments, des filaments de pâte qui vont sortir avec. C'est-à-dire qu'on peut Enyotzin, c'est le soir du Seder, je ne peux pas m'acquitter, mais je pourrais garder une matzah comme ça et la manger. Oui, du moment qu'elle n'a pas fermenté. On peut manger de la pâte crue aussi. Du moment qu'elle n'a pas fermenté, il n'y a pas de problème. Voilà donc l'explication. Amar Rava dit,
V'chen lachmei toda. Il en va de même pour les pains des sacrifices de remerciement. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? On regarde en Rashi. V'chen le'inyan lachmei toda. De quoi s'agit-il? Im shachat azevach aleen. Si la Donc, un korban toda, c'est donc un sacrifice, c'est un animal qu'on offrait en remerciement, mais qui devait être accompagné, on va voir dans la suite de Rachid, de 40 pains qu'on devait offrir également. Alors, im shachat, et donc ce pain devenait consacré au moment de la shrita de la bête. Donc, im shachat azevach aleen, si jamais il a fait la shrita du sacrifice sur des pains qui étaient cuits de cette façon, mais achar chez Nefat Kaïnyanazé, à partir du moment où la cuisson s'est faite de cette façon, c'est-à-dire qu'on puisse casser le pain sans que ça entraîne des fils qui tombent, Kidash Alechem, le pain devient consacré, Vatoda Kshera, et le sacrifice est valable. Et là, il faut sauter le mot de Ho'il, c'est plus clair. Et lorsque la Mishnah dans Menachot parle de Karmupanea, que la face a été, durcie, il y a une croûte, voilà, qu'il y a une croûte qui est allée sur la face, en vérité, Kiaïgavna Bainan, c'est pas suffisant qu'il y ait une croûte, il faut qu'il y ait carrément, qu'on puisse faire ce test de la casser sans qu'il y ait de la pâte qui sorte. Alors, je profite de ça pour vous citer, c'est le Satémet qui m'a renvoyé là-bas, dans le Shulchan Aruch, dans l'Ilchot Shabbat, Siman Reshnun Dalet, 254, Dinei Tafshilin Amuchanim Erev Shabbat Kedei Leigamer B'Shabbat. C'est toutes les lois, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le feu avant Shabbat, qui ne sont pas encore entièrement cuits. Donc le principe est qu'il faut que ce soit des choses qui sont déjà suffisamment cuites pour qu'on ne risque pas d'être tenté d'attiser le feu pour que ce soit prêt au moment du repas du vendredi soir. Et alors, sur le seif chet, seif chet, je vais vous lire le seif chet. Pas tout le seif, je vais juste... c'est seifé, pardon. En notnin samour le chashecha pat le tanour. On n'a pas le droit d'enfourner peu avant Shabbat du pain au four. Et là que des yikremu panea. Sauf si il reste suffisamment de temps avant Shabbat pour qu'avant l'entrée du Shabbat, yikremu panea, la face forme croûte. Le Roma explique, Pérouche, chez Yale alpene alechem krum, qu'il y a sur la surface du pain, il va y avoir une croûte, ou klipa, une sorte de pellicule, mechamat haesh, du fait du feu. Kedei sheyikremu panea amedubaki betano. Le temps qu'il faut pour que, donc, que la face qui est collée au four eh bien, puisse former croûte. De la même façon, la même façon pour un gâteau qu'on mettrait sur des braises, il faut qu'il y ait suffisamment de temps pour que la face qui est du côté du feu forme croûte. Le Mishnah Bora dit pourquoi on parle de celle qui est face au four. Même si ce n'est pas la face qui est contre le four, la face extérieure qui est face au feu, ça va aussi. Il est possible que le Shulchan Aruch soit d'accord avec ça. Alors il a parlé de la face qui est collée, de Zéou Yoter Bekal Mitkarem. Parce qu'il pense que ça va aller plus vite, parce que comme le four est chaud, la partie qui est contre la plaque du four, elle va chauffer plus, elle va former croûte plus rapidement. Voilà. Jusque-là, rien de particulier. Maintenant, je vais vous citer le Roma. Aga. V'chol sheporsa ve'en achutin imshachin karui krimat panim. Et dans tous les cas
où on peut la casser et que les fils ne vont pas entraîner avec, ça s'appelle Krimat Panim. Agaot, Maimoniot, Perek Gimel. Et donc donc Agaot Maimoniot ou Agaot Mordechai plutôt, peut-être, je ne sais pas, plutôt Agaot Mordechai dans le Perek Gimel de Shabbat, donc Kira, mais c'est notre din à nous. Donc c'est Agaot Mordechai, d'où il s'est inspiré pour dire que Krimat Panim, ça va aussi ça. Ça c'est encore mieux que Krimat Panim, c'est ce qu'il dit. Si on a ça, on est tranquille. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora là-dessus? L'avantage de dire ça, c'est que même si le pain est épais, parce qu'avant il avait dit que certains disent que si le pain est épais, ça ne suffit pas qu'il y ait une croûte d'un côté, il faut qu'il y ait la croûte des deux côtés. Mais là il dit, mais s'il n'y a pas de croûte des deux côtés, mais que quand on le casse, il n'y a pas les khoutinim shachid, ça va d'après tout le monde. De kivan den khoutinim shachid, bevadaï nikremu panea etev ben le mala ben le mata. Et donc ça s'appelle krimat panim. Voilà. Donc ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a un écho de ce Rashi qui disait krimat panim dans Menachot, c'est en fait ce din là de Porsa. On retrouve ça dans les Ilchot Shabbat. Alors, on termine là, on continue la Gemara. La Gemara dit Pshita. Mais c'est évident. Achalechem ktiv, achalechem ktiv. Puisqu'on a dit que, là c'est vraiment écrit en toutes lettres, que le statut, le din de la chala et le din de matzah, c'est la même chose. Les deux, c'est les lechem. Et c'est pour ça qu'on les a traités ici. Donc, qu'est-ce que Rava vient me dire, même dans l'Achmetoda? Dans l'Achmetoda aussi, on a parlé de lechem, l'Achmetoda. Donc, on parle de lechem. Alors, si c'est lechem, c'est normal que c'est la même règle. Si c'est la règle pour la matzah, que ça s'appelle du lechem, quand c'est pores, ve'en chutinim shachrim, ça sera la même chose là-bas. Donc, qu'est-ce que tu as à me dire? Donc, c'est Rav Yehuda Marshmuel. Rava plutôt, c'est Rava qui a dit ça. Réponse de la Gemara. Maou de Teima, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Ho'il uchtiv, étant donné qu'il est écrit à propos du Korban Toda, Ve'ikri mimenu echad mikol korban. Je vais vous citer tout le verset. Ve'ikri mimenu echad mikol korban, Trouma l'Hashem. Il devra offrir de ses pains un de chaque sacrifice. Il devra en prendre un qui sera Trouma l'Hashem, qui sera une sorte de prélèvement pour Dieu. La Kohen, Azorek et Dama Shelamim, Loyiye. Le Kohen qui aura versé le sang du Korban Shlamim, eh ben c'est, parce que le Korban Toda, on l'appelle aussi dans la Torah Shlamim, c'est lui qui aura droit à ce pain-là. Donc la Torah nous dit, Ve'ikri mimenu echad, donc on tourne la page, Ve'ikri mimenu echad mikol korban. Rashi nous dit, et va nous expliquer ce que ça veut dire. Trouma l'Hashem, c'est la fin du verset. La Kohen Azorek, donc Rashi nous complète le verset. Arba'a minim ayuba, il y avait 4 espèces différentes. Shel eser chalot, chaque fois de 10 chalot. Donc 10, il y avait 4 fois 10 chalot différentes. Ou mikol min vemin, sur chaque espèce, donc il y en avait 10, noten echad la Kohen. Il devait prélever un qui devait donner au Kohen. Vache'ar la Baalim, le reste pouvait être mangé par le propriétaire. Donc il y en avait 40, donc sur les 40, il y en a 4 qui vont au Kohen pour le remercier d'avoir fait la shrita, et tous les autres sont mangés par le propriétaire. Urtiv echad, et comme la Torah l'a dit echad, on fait la dracha, shelo yiten lo prousa. Il ne peut pas donner quelque chose de cassé. Alors, donc c'est ce que dit la Gemara. Echad, shelo yitol parus. On dit que on ne peut pas donner au Kohen un pain qui se serait déjà cassé. Il faut que le pain qu'il lui donne soit entier. Et alors, v'acha, que ma'an de prisa damia. Donc ici, j'aurais pu penser que c'est comme s'il était déjà cassé. Et que donc la règle de porsa, venchutinim shachim n'est pas bon, parce que c'est comme s'il était déjà cassé, kamash malan, et c'est ça que Rava est venu me dire, non, tant qu'il n'est pas cassé, il n'est pas cassé. Alors c'est pas très clair, pourquoi j'aurais pu penser que le Meiri, très gentiment, nous explique
il dit, j'aurais pu croire que man de prisadamite de krova leipares. Parce qu'elle est extrêmement fragile. Quand elle est comme ça, c'est presque un miracle qu'elle ne soit pas encore cassée. Et donc j'aurais pu croire, comme elle est pratiquement cassée, on lui donne déjà le statut de cassée. Kamashvala, c'est ça que Rava est venu dire. Non, nous on regarde, Kol Shelon Nifrasa, Kacher. Tant que c'est pas cassé, c'est caché. Voilà où on en est pour aujourd'hui. Donc on a fait l'introduction de la Sugia, et la suite sera Mircet Shem. רבי חנניה בן הקשה אומר, רוצה כל הזמן לזכות את ישראל, ותראו את זה בלתור מצווה.